sur le point lecture de août. Alors vous allez voir, le point lecture sera séparé en fait en deux, trois peut-être, mais deux. Parce que j'ai décidé de faire un espèce de bilan à mi-août, sachant qu'il me reste que 2 bouquins à lire. Un qui va être en cours, qui s'appelle La menace 732 de Frédéric Pottier. Et le deuxième est une sortie en fait qui arrive, que j'aurai normalement le 18 ou le 19, parce qu'il sort le 18 août. Je pense que je vais le récupérer le 19. Qui est le dernier, Antoine Chopin. Je pense que vous connaissez mon amour pour Antoine Chopin. Je gonfle suffisamment tout le monde avec Antoine Chopin depuis des années. Qui s'appelle Partie italienne. Voilà. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais moi je vois Antoine Chopin, sortie littéraire, j'achète. Je suis pas compliquée comme fille, vous voyez. Alors, les variations je suis désolée, mais les variations de luminosité, c'est parce que le jour où je tourne, nous sommes donc le dimanche 14 août, parce que j'ai dit moitié du mois. On s'est pris des orages toute la nuit, il flotte. Là, il y a eu une accalmie. Pas une éclaircie, hein, non, pas éclaircie du tout. Alors, le ciel, voilà. Et la seule lumière que j'ai, c'est la lumière qui est derrière moi. Donc, vous allez avoir des variations de luminosité parce qu'en fait, ma caméra varie. Voilà. Moi, je le vois parce que j'ai un retour. Je vois. Voilà. Je vois un coup c'est blanc, un coup c'est plus chaud, un coup c'est plus froid. Ça va être torride. Donc, je suis désolée. Ça, c'est tout ce que j'ai lu sur les 14 premiers jours d'août, ce qui me semble pas mal, sachant que la deuxième partie d'août sera largement moins fournie, puisque j'aurai que 2 livres. Alors, j'ai 2 autres livres que je suis en train de finir. Un, c'est Les actrices sous le Troisième Reich, et l'autre, c'est Voyage en Allemagne sous le Troisième Reich. Oui, je sais, je reste dans ma mouvance, hein. Sachant que Les actrices, j'ai pratiquement fini. Et Voyage en Allemagne, je le traînais depuis un moment, ce bouquin. Je l'avais commencé, puis je m'étais arrêtée, voilà, donc je sais pas pourquoi. Bon, il était ici, donc du coup je ne pouvais pas le continuer à Marseille, donc je pouvais le continuer que chez moi, ici, donc voilà. Et je me suis dit, ah bah tiens, il était sur la table, enfin sur la... sur le coffre à l'étage où je mets les livres en cours quand je lis là-haut ou autre. Et là, je me suis dit, ah bon, quand même, il faut que tu continues, parce que tu vas pas le traîner pendant 500 ans non plus. Voilà. Donc ça, c'est tout ce dont je vais vous parler. Alors, je vais quand même vous parler de ça, mais rapidement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura peut-être 2 ou 3 parties. Tout simplement parce que ça serait plus simple que je le mette derrière moi, mais je vais le mettre par terre, ça sera mieux. D'ailleurs, je vais le mettre sur le grattoir du chat. Oui, Hux a 2 grattoirs. Voilà, donc il y en a un qui... Ah, c'est bien, ça fait table basse. Super. Qui découvre des trucs. Je pense que vous savez, mais j'organise encore, puisqu'on n'est que le 14 août, une lecture, pour moi, lecture de Jane Austen, donc Persuasion. Moi, je l'ai en version donc anglaise et en version française. J'ai alterné. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre anglais, un chapitre français. Je dois avouer que j'ai triché parce que je voulais lire absolument la lettre de Wentworth en anglais. Donc, quand je suis arrivée, c'était la partie française. Donc, je me suis dit, non, continue à la partie anglaise. Voilà, donc, les filles avancent très bien. On parle de tout sur le groupe, sur Insta. Donc, je les remercie toutes, y compris les milliers de Véronique. En fait, certaines ont fini, d'autres sont en train de le commencer, d'autres sont en train d'avancer dans leur lecture parce que c'est l'été, parce qu'on reçoit, parce qu'il y a du monde à la maison, parce que on n'a pas forcément la tête à lire aussi, parce qu'il a fait très très chaud, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire avec la chaleur, moi ça me gêne pas perso, mais enfin je peux comprendre, mais moi je suis adaptée aussi à la chaleur, sinon je lirai pas 6 mois de l'année, voilà, si vraiment. Donc on avance, tout le monde avance, moi j'ai fini, il nous reste plus qu'à attendre celles qui finissent ou qui sont en train de le commencer ou qui vont le commencer, puisqu'elles ont jusqu'au 31 août, donc je pense qu'on a la marge, sachant qu'il faut qu'on ait en fait
le visionnage de la BBC. Alors, j'ai trouvé des liens gratuits pour voir la version de 2007, je leur ai mis en lien. J'ai fait des podcasts. Alors, si vous ne faites pas la lecture, les podcasts sont accessibles sur SoundCloud aussi. J'ai fait des 4 podcasts sur Persuasion de Jane Austen. Et alors, c'est pas des podcasts professionnels, hein, ne vous attendez pas à voir France Culture non plus, calmez-vous. Mais bon, voilà, j'ai récupéré des articles et des cours de l'université britannique d'une de mes potes qui est prof à l'université, qui m'a envoyé des cours qu'elle avait fait sur Jane Austen. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y. Si vous voulez rejoindre le point lecture, enfin la lecture, et que quand vous allez voir cette vidéo, ça sera déjà terminé pratiquement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à lire ou à commencer Persuasion au mois de septembre, et vous avez juste à vous signaler sur Instagram, vous me dites « Oh, j'aimerais bien en discuter ». Voilà. Je vous rajoute au groupe, les filles auront fini, mais vous pouvez continuer parce que nous, on a parlé plein de trucs, il y a des liens, il y a des trucs, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'aime toujours autant ce roman, j'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant la plume assez, on va dire, réaliste et acide de Jane Austen sur sa société de l'époque. Voilà. Et je suis contente parce que voilà, ça permet aussi de lire autre chose et de se remettre dans le contexte. Voilà, et quand on voit déjà la bande-annonce de Netflix sur Persuasion, voilà. Ah il faut respirer, hein. Moi on m'a dit respire, tu vas faire une autoventilation. Mais je vais le regarder fin septembre. Je laisse passer parce que sinon je vais m'énerver. En fait, il faut que je le prenne tout simplement. On a discuté avec ma pote prof à l'université. Elle m'a dit, moi je l'ai vu, elle a failli crever, hein, mais voilà. Mais bon, c'est une spécialiste de Jane Austen, elle a fait un PhD là-dessus, donc enfin en gros sur cette littérature-là. Donc elle m'a dit, oh, non, mais je n'étais pas préparée. Je dis, mais je pense qu'il faut le regarder en oubliant que c'est une adaptation de Jane Austen. On va dire que c'est inspiré d'eux. Et quand on dit inspiré d'eux, c'est qu'on peut mettre à peu près tout dedans, n'importe quoi. Voilà. Je pense qu'ils ont mis n'importe quoi quand j'ai vu le trailer. Bon, après, si vous connaissez pas Jane Austen et que vous connaissez pas Persuasion, je pense que le téléfilm est bon. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si on connaît pas, si on n'aime pas, si on ne connaît pas Jane Austen, si on ne connaît pas Persuasion, si on ne connaît pas l'histoire, et qu'on se fout qu'il y ait des anachronismes dans le truc, tout va bien. Je vais avoir du mal. Il va falloir que je me saoule la gueule juste avant de regarder On se calme. Donc, premier que j'ai lu et relu, c'est une relecture aussi. C'est donc un des amours de ma vie littéraire, hein, je vous le dis. Donc, c'est H.G. Wells. Donc, je remercie Benoît et Cherche Midi qui me l'ont envoyé parce qu'ils m'avaient contacté sur Insta. Et vous savez que je n'accepte plus les SP. Enfin, je ne demande plus de SP pour exactement. Et j'ai simplement dit que si on m'en proposait, j'étais libre d'accepter ou de refuser selon mon planning, selon ce que j'avais envie de lire ou autre. Je ne peux pas résister à Wells. J'ai l'autre édition, une vieille édition de cet ouvrage donc, qui s'appelle La Destruction libératrice. C'est The World Set Free ou c'est The World Set Free en anglais, qui est, je pense, qui illustre mieux le contexte du livre. La vieille version, je l'avais lue quand j'ai découvert Wells à l'adolescence, entre 15 et 16 ans, où on m'a filé un Wells et que je les ai tous enquillés. Oui, je suis comme ça. Je suis un peu obsessionnelle, hein, des fois. Donc, ça me faisait plaisir de le remettre à la page, parce qu'il a été écrit en 1913. Il a été d'abord mis sous forme de genre de feuilleton entre fin 13 et début 14, et il a été publié en 1914. Et quand on sait ce que Wells a développé dans son roman, on doit avouer que c'est quand même un des maîtres de l'anticipation. Il parle d'une guerre, alors pour la sienne arrive en 1956, qui est quand même une date clé dans l'histoire du monde, sachant qu'il a écrit en 13, hein, donc il savait pas ce qui allait se passer après. Hein. C'est quand même une date clé, c'est quand même assez étonnant, il y a beaucoup de parallèles. Alors lui, il fait qu'une seule guerre qui rassemble en gros pour tout ce qui est tactique, horreur, exaction, etc., qui rassemble la première et la seconde. Et il parle aussi de bombes.
il parle aussi de bombes atomiques, de ravage de la Terre. Et en fait, c'est un livre qui est d'une modernité assez incroyable. Parce qu'en fait, il raconte tout ce que nous, enfin nous, les générations et nous, notamment, actuellement, on reçoit. C'est-à-dire que le pillage de la terre, les ressources naturelles qui disparaissent, parce qu'on est des gros bouffeurs de ressources naturelles et qu'on se calme pas, hein, carré. Il fait très chaud, ah ben c'est con, mais que des clims. Donc, moi je suis pas contre la clim, je suis très contente de l'avoir quand j'en ai une. Mais voilà, c'est des choses qu'ils développent. Tout ce que l'homme peut faire subir à la Terre, les luttes de pouvoir, les luttes de ressources, les luttes d'argent, la terre pillée, les climats, le changement de climat, le changement dans les relations et l'équilibre du monde, dans les superpuissances, dans les avancées techniques, dans les avancées médicales, dans les avancées sociétales aussi. C'est un bijou. Alors, comme vous voyez, la préface est de Tristan Garcia. Moi, j'aime beaucoup comme auteur en plus. Mais alors, il a une très belle préface. Je vous conseille uniquement de la lire après. Lisez d'abord le texte de Wells et lisez la préface. Alors, je sais, théoriquement, on lit la préface avant. Lisez, si vous l'avez déjà lu, vous pouvez lire la préface. Si vous n'avez jamais lu le livre, lisez d'abord le roman de Wells et lisez la très excellente préface de Garcia. Vous verrez, il y a beaucoup d'éclairage, mais honnêtement, c'est quand même un très beau brûlot sur la mondialisation, sachant qu'il l'a écrit en 1913 et que la mondialisation n'était pas enclenchée. Hein. Alors, la révolution, je perds ma voix, la révolution industrielle du 19e siècle avait quand même beaucoup accéléré. On va dire l'extension du monde et le côté on va tout foutre par terre. Mais là, voilà, c'est assez incroyable quand vous lisez. Alors si vous le lisez avec votre esprit de maintenant en disant ah ouais mais ça va, machin, parce que j'en connais plein qui lisent des romans d'anticipation avec leur esprit critique de maintenant, en se disant oui bah ça va, c'est bon. Non, le mec il a écrit en 1913. Alors bien sûr il y avait les prémices de la première guerre qui arrivaient, on sentait là qui arrivait, mais qui aurait parié sur une seconde? Non, parce que c'était censé être la der des der. Donc voilà, c'est vraiment un petit bijou, donc la destruction libératrice. Je suis très contente de pouvoir en reparler. J'en avais parlé sur la chaîne vraiment au début, j'en avais parlé sur mon blog aussi de ce livre-là et puis de Wells. Mais là, voilà, ça m'a permis de vous en parler. Donc merci encore donc à Benoît de Cherche Midi et de m'avoir proposé au printemps, il me l'a proposé, il me l'a envoyé et je lui ai dit je le lirai cet été lors de mes vacances et donc il m'a dit il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci beaucoup. Alors on passe de l'excellent à voilà. Ah bah j'ai fait le grand écart là. Nick Hornby, tout comme toi, donc ça chez Stock. Alors, je rétablis tout de suite, j'adore Nick Hornby. Franchement, j'ai lu, je pense, tous ses romans. Il y en a dans mon manqueur. Mais j'ai lu tous ses romans, j'adore sa vision, enfin son mix entre la musique, des fois il mêle le foot, il mêle la société, il mêle le petit rien, on va dire, le petit rien quotidien à plein de choses. Il a beaucoup de références. Moi, j'aime beaucoup un humour britannique aussi, de temps en temps. Et donc, forcément, un Nick Hornby ne se loupe pas. Enfin, se loupe pas. Bah, pour moi, il s'est loupé. Alors, après l'avoir lu, je suis allée voir. Et j'ai vu qu'il y avait plein de critiques dithyrambiques. De critiques hyper méga positives en disant que c'était un roman génial, que c'était un roman très, très actuel, qu'il y avait tellement de choses qui étaient des genres de feel good, qui donnaient un sens à la modernité, etc. Alors, soit je suis complètement débilus, ça se peut. Ça se peut.
soit je suis passée à côté, ça se peut aussi, soit franchement, il y a de moins en moins d'exigences sur les romans, hein. Voilà. Alors, on est en présence de Lucie et de Joseph. Alors, Lucie a 42 ans, elle est divorcée, son ex-mari est alcoolo, mais elle s'entend bien avec lui. Bon, elle l'aimait, mais bon, le fait qu'il est vraiment très très alcoolique a fait que leur couple a explosé. Elle a 2 enfants, elle vit à Londres. Elle a une meilleure copine qui est mariée, mais qui drague tout ce qui bouge. Alors, qui drague plus, peut-être. Alors, même si je pense qu'elle passe à l'acte, mais on comprend qu'elle drague plus pour se rassurer sur sa beauté de cette quarantenaire. On dit quarantenaire? On s'en fout. Quadra. On va y arriver. Ou alors, elle est vraiment nympho, mais on s'en fout. Mais à la rigueur, bon, elle apparaît, machin. Et on va suivre. Et Joseph, lui, travaille dans un magasin, une supérette, à côté de chez Lucie. Enfin, pas loin. Et il est boucher, enfin, il bosse comme ça. Mais son rêve est d'être DJ. Il a 22 ans. Il est issu de la communauté, on va dire... comment on peut dire ça? Parce que, alors là, c'est un peu plus compliqué, mais des colonies britanniques, donc en fait, il est black, et il est, c'est un garçon bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bon, il a des relations difficiles avec certaines filles, machin, mais bon, en gros, c'est pas grave, et évidemment, voilà, on se doute que Lucie, au début, va engager Joseph pour du babysitting, et puis au fil des discussions, des machins, du fait que son ex-mari arrive à l'improviste, fait un scandale, qu'il est un peu rabroué par Joseph, qui s'excuse le lendemain auprès de Lucie d'avoir un peu maltraité son ex, qui lui dit non, c'est pas grave. Je vais pas se rappeler des masses, mais bon, c'est gentil, merci d'avoir évité ça aux enfants, etc. Mais les enfants savent, enfin bon, ouais, le truc. Et on se doute qu'il va y avoir une relation entre eux qui va se nouer, on se doute qu'ils vont rentrer, avoir une liaison, on se doute qu'elle va avoir des doutes sur le fait d'avoir 42 ans et de sortir avec un mec de 22, qu'il va peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais que voilà, ça va avancer. Alors, du moment où ils se mettent ensemble, c'est du ronron complet. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors, déjà, avant qu'ils se mettent ensemble, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Voilà, alors en plus, elle est contre le Brexit, lui est pour le Brexit, mais il est pour parce que papa est pour, parce que les potes sont pour, parce qu'il sait pas, ils s'en foutent en fait, il a rien carré. Elle ne comprend pas qu'on puisse être pro-Brexit. Ça se passe évidemment dans ce magma de semaines avant le référendum de 2016 qui a déchiré l'Angleterre, hein, en gros, déchiré le Royaume-Uni dans son ensemble, mais il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Alors évidemment c'est la banalité du quotidien, bien sûr c'est une histoire d'amour, voilà, entre deux personnes. Alors honnêtement, la différence d'âge, on s'en tamponne, hein, le coquillard, vraiment. Parce que alors, enfin oui, ça a des petits effets parce qu'il y a une incompréhension entre les deux pour certaines choses. C'est 20 ans d'écart, mais 20 ans, c'est une génération. Donc en gros, quelquefois, il y a vraiment, par exemple, en ce moment, on voit la différence qu'il y a entre les générations. Alors moi, quand j'en ai discuté avec ma maman avant qu'elle ne décède, nous on avait une génération d'écart avec ma mère, et donc à un moment donné je lui dis mais enfin c'est bizarre, j'ai pas eu l'impression que quand toi t'avais 40 ans, moi j'en avais 20, il n'y avait pas une grosse différence, enfin si, mais on n'avait pas un creuset, enfin on n'avait pas un gouffre. Là maintenant, entre par exemple ma génération et donc la génération précédente, donc il y a 30 ans, 32 ans, c'est pas un gouffre qui a c'est le Grand Canyon, hein. Voilà, donc donc évidemment il y a les grands, mais d'une platitude. Alors ça enquille les clichés, il y a tout ce que vous voulez, voilà. Il y a tout ce qu'on peut imaginer comme cliché, comme chose déjà vue. Les dialogues, je les trouve plats. Enfin, honnêtement, Nick Hornby, qui a quand même une plume
en dialogue qui est vraiment bien foutu. Alors il y a de l'humour, il y a des points d'humour, il y a des sarcasmes, il y a des petits trucs, mais franchement je me suis emmerdée. Voilà, je l'ai lu jusqu'à la fin parce que j'aime beaucoup l'auteur et je me suis dit non, tu passes à côté de quelque chose, il va avoir quelque chose, il va avoir un twist quelque part. Non, mais non, pas du tout. Même pas, parce qu'en fait, les peu de rebondissements qu'il y a, on s'y attend tellement qu'on les... Voilà. Donc je sais pas. Honnêtement, c'est un livre estival. Si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez être sur la plage à lire un truc, le gamin vous fait un paqueté de sable. Oh merde, il a loupé l'appel. Hop, on prend le truc, on pose le livre, on le reprend. Hop, on peut manger des chichis. Chic, on pose le livre, on le reprend après. Voilà, si vous voulez, c'est ça. Voilà, moi je me suis emmerdée, hein. Personnellement, voilà, c'est véritablement la lecture où j'ai trouvé le temps extrêmement long. J'ai pas trouvé ça plus drôle que d'habitude parce que justement j'ai trouvé qu'il y avait des clichés et c'était pas aussi drôle que ce que j'aurais pensé. Parce que les autres fois je me suis vraiment marrée quoi. Là je me suis vraiment emmerdée. Autre livre que j'ai lu parce que j'aime bien l'auteur, parce que j'ai lu les 2 précédents qu'elle avait écrits, donc notamment le dernier bain que j'avais beaucoup aimé sur la mort de Marat. Là on est en présence, donc c'est le dernier des écrivains, c'est chez non, c'est les presses de la cité, pardon, de Gwenaël Robert. Alors, on est en présence de Pierre Le Guellec, qui est un auteur reconnu, qui est breton, et qui se voit attribuer le prix Nobel de littérature. Chose qui nous arrivera jamais. Non, mais ne cherchez pas. Et donc, et c'est... cet homme donc est à la veille de partir à Stockholm pour récupérer son prix. Son attaché de presse, Marie, arrive où il vit, donc à Saint-Malo, pour en fait en gros garder le chien et garder la maison. Voilà. En attendant qu'il aille récupérer son prix avec l'éditrice et le propriétaire de sa maison d'édition et qu'il revienne. Voilà. Le truc banal. Donc elle arrive, elle prépare ses affaires, il part à l'aéroport, il prend l'avion, et le lendemain, elle reçoit un appel de l'éditrice en lui disant « Putain, mais où est Pierre ? Parce qu'il n'est pas arrivé à Stockholm. Enfin, en tous les cas, on ne l'a pas vu. Mais comment, machin, il a pris l'avion. » Donc, elle reste à Saint-Malo et elle va commencer sur un peu l'insistance de l'éditrice, de chercher ce qui est arrivé à Pierre. Parallèlement, elle est en reconnexion avec son papa, qui lui écrit mais qui n'a pas la plume de Le Guellec. Et Le Guellec est comment dire, c'est un auteur un peu bougon, c'est un auteur un peu renfermé, c'est quelqu'un qui se lit pas. Et donc, au début, l'éditrice se dit « Ouais, il a peut-être pas trop apprécié qu'on le jette dans la lumière, donc on va récupérer le prix est accessoirement 8 000 € quand même, 800 000 €, ce qui est quand même pas moche, et il dit oui, lui qui voulait retaper sa baraque, voilà, c'est bien. Et en fait, tout le long du roman, on suit donc Marie, son père, et plusieurs personnages, mais comme ça, qui gravitent, parce que le Guellec partage sa grande maison, qui est d'ailleurs l'ancienne maison de Surcouf, avec plusieurs appartements qui sous-louent, parce que être auteur, même reconnu, ça paye pas trop son nom, sauf quand vous êtes après prix Nobel, parce que ça fait vendre. Et en fait, c'est un roman simple. C'est même pas une enquête policière, c'est une enquête, mais il n'y a pas la police pratiquement. C'est une petite enquête faite par une jeune femme qui va se débrouiller. Alors il y a un twist à un moment donné, on s'en doute, hein, on s'en doute. Mais quand il arrive, c'est tellement bien amené par la plume de Gwenaël Robert que même si on se doute de ça, on n'est pas surpris, mais on est agréablement content que ça soit comme ça. Et alors, le roman part dans une espèce de tourbillon pour expliquer effectivement tous les affres qu'un auteur peut avoir, toutes les arcanes de vente d'un livre avec ces fameux bandes rouges, prix Nobel de littérature, la pression, la façon d'être. Marie, c'est quand même un attaché de presse
à l'ancienne. C'est pas les community managers de maintenant qui sont là pour les chiffres, le nombre de vues, de likes, de machin. Elle en a rien à faire. Elle, c'est l'ancienne génération d'attachés de presse qui fait nounou, qui fait conseillère conjugale, qui fait psy, qui fait tout ce que vous voulez. Et franchement, sous la plume de Gwenaëlle Robert, moi j'ai passé un excellent moment. Voilà. Même, je vous dis, la fin, elle peut être pour beaucoup évidente, tellement linéaire que bah, voilà, il y a des gens qui passeront complètement à côté de ce livre-là, qui se diront bon, tout ça pour ça. Ah bah non. Parce que vous avez cette ambiance, vous avez déjà premièrement, vous avez Saint-Malo, vous avez ces légendes, vous avez plusieurs personnages qui se répondent, vous avez des sous-couches de lecture dans ce roman-là. Un peu comme elle avait fait avec Mara. Il y avait plusieurs personnages qui se croisaient, qui s'entrecroisaient, et elle avait réussi à capter l'essence de certaines choses, qu'on allait au-delà de l'histoire qu'on connaissait. Je vous dis, c'est une histoire, Pierre Le Guellec qui a un prix Nobel, qui disparaît, qui arrive jamais à Stockholm. Bah, ça pourrait être un truc assez palpitant avec plein d'enquêteurs, de policiers, machin. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais là, voilà, c'est tenu comme... C'est fin, mais c'est toujours... Voilà, il y a toujours un truc dans ces romans à elle qui font que sa plume, qui font que vous enchaînez les pages en me disant je suis juste bien, j'aime bien. Et à la fin, vous réfléchissez. Moi, j'aime bien quand il y a des livres où à la fin, vous réfléchissez. Voilà, ça vous fait... voilà. Et donc, forcément, c'est très agréable. Alors, c'est un livre que j'ai fini jeudi soir. Et vendredi, j'avais décidé de commencer celui dont je vais vous parler. Et donc après est arrivée l'info, parce que moi je suis dans le trou du cul du monde, hein. Donc je n'ai jamais la télé allumée, sauf quand il y a du foot ou de la Formule 1, et là c'est pas possible parce que c'est le break de la Formule 1. Le foot, voilà, à part Liverpool, et puisque l'autre équipe qui est l'OM joue sur Prime et que je n'ai pas Prime, enfin j'ai pas payé l'abonnement de Prime Vidéo pour voir le foot, quand même pas exagéré de mettre 12 € dans le championnat de France de football, hein, juste pour voir l'OM, hein. Je les aime beaucoup, mais enfin peut-être pas exagéré. Donc je suis vraiment en dehors du monde. Je n'ai aucune alerte sur mon téléphone portable, donc ça veut dire que si demain il y a une bombe qui tombe à 20 km, à part le hurlement peut-être des sirènes ici, je ne saurais pas. Trop tard. Oups. Donc je ne sais rien. Et là, je reçois un WhatsApp d'une de mes copines qui me dit oh, putain, mais c'est... je l'ai et... je l'ai et... et elle me dit regarde la télé, regarde la télé. Alors, comme c'est un truc en anglais, avec le décalage horaire, je me dis bon, je vais quand même regarder, il doit se passer un truc aux États-Unis de fou. Et on parle de prix Nobel, on parle d'auteurs qui dans ce livre-là, qui sont des influenceurs, entre guillemets, mais des gardiens de la littérature, des gardiens des valeurs, etc. J'allume la télé et je tombe sur l'attaque au couteau qui a eu lieu contre Salman Rushdie. Et là, je me suis dit... Enfin, le mot technique que je me suis dit, c'est une vulgarité sans nom. Ah ben sans nom. Voilà, alors contre je pense que salopard est un moindre mot pour définir l'attaquant. Je ne m'aventurerai même pas à définir ceux qui soutiennent. Voilà. Tout ça parce que je me suis dit, où vous pouvez penser que si quelqu'un dit quelque chose contre ce que vous croyez, ce que vous aimez, vous avez le droit d'attaquer et d'essayer de tuer cette personne. Ou il y a quelqu'un qui vous a écrit noir sur blanc
qui que vous soyez, quel que soit ce que vous défendez, qui que ce soit que vous essayez de tuer parce que la personne n'est pas d'accord avec vous, même si c'est pour une recette de cuisine, parce qu'on ne met pas de lait dans ça et que on vous a toujours dit qu'il fallait mettre du lait, ou on vous a écrit noir sur blanc que vous aviez le droit de tuer quelqu'un, ou d'essayer de tuer quelqu'un, juste pour le plaisir de dire, toi t'as tort, moi j'ai raison, donc je te tue, je t'élimine. Voilà. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que ce qui m'énerve profondément aujourd'hui, c'est qu'on en a discuté avec ma pote. Ce qui m'énerve profondément, c'est je vais faire un mauvais jeu de mots, mais le rush sur Rushdie dans les librairies ou en ligne sur le livre Les versets sataniques. Alors, premièrement, il ne faut pas réduire cet homme et cet écrivain à ce livre-là, parce qu'il a écrit d'autres livres, et par exemple Les Enfants de Minuit, etc. Et il a vraiment une très belle plume. Mais s'il faut, pour que vous découvriez des bouquins qui sont importants à lire dans la vie, que quelqu'un se fasse attaquer et que vous vous ruez comme tous des moutons derrière en disant « Ah, il me le faut, il me le faut !» Voilà. Et je lui ai dit, je ne comprends pas ce côté malsain, mais vraiment malsain, d'acheter un livre ou d'acheter un DVD ou d'acheter un album de musique parce que quelqu'un meurt, que vous ne connaissiez pas avant, ou que vous connaissiez mais que vous en aviez rien à taper, que même pas quand le livre est sorti ou que vous l'avez croisé dans une librairie, vous vous êtes dit « Oh non, je lirai pas ça, oh là là, oh non, ouh, Antéchrist !» Et que là, tout d'un coup, parce que il est entre la vie et la mort, ou qu'il va être gravement séquelles, et là, au truc de ce matin, c'était vraiment qu'il allait avoir pas mal, s'il survivait, il aurait pas mal de séquelles, où vous êtes allé pêcher ce genre de truc. Alors, je sais que c'est un coup de gueule, mais ça m'a profondément énervée, parce que je ne supporte pas ce côté troupeau qui fait... Alors, je me fous que vous soyez... que vous ayez acheté le livre, n'achetez pas le livre. Insurgez-vous contre ce genre de choses. Insurgez-vous sur le fait qu'on essaye de faire taire les gens parce que les gens ont une opinion différente, parce que les gens décident qu'il y ait quelque chose qui leur plaît ou leur plaît pas. Qu'on veut réduire au silence les artistes, qu'on veut réduire au silence les auteurs, qu'on veut réduire au silence les gens qui ont envie de dire à quelqu'un « mais je t'emmerde, je pense ça ». Moi, c'est ça qui me touche le plus. C'est qu'on puisse vouloir absolument poser une chape dessus les arts, dessus la liberté d'expression, dessus la liberté de création, quelle qu'elle soit, même si vous faites de la poterie, qu'on puisse dire aux gens, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Non. Voilà. Alors, c'est vraiment un coup de gueule, parce que ce matin, quand j'ai décidé de tourner, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. Et ce livre-là me posait justement un plateau. Donc, si vous n'avez jamais lu cet auteur et que vous n'avez pas envie de le lire, ne le lisez pas. Mais n'achetez pas le livre juste pour le poser sur l'étagère juste derrière, pour dire « Oh, elle est jolie, l'étagère, ah, le bal, oh, ça va faire joli, voilà. » Non, non. Alors oui, je l'ai. Oui, je l'ai acheté à l'époque. Oui, je l'ai lu. Oui. Voilà. C'est tout. Mais je me fous de savoir si je le ressortirai pas. Et j'ai vu des tweets et j'ai vu des stories Instagram où des gens mettaient le bouquin. Disant « Ah, j'ai acheté le bouquin, ah, je vais le lire, je l'ai dans ma palle. » Mais on s'en bat les... Voilà. Voilà. Moi, j'ai juste mis sur ma story une expression, enfin une phrase qu'il avait dite, qu'il avait écrite dans un livre que j'avais beaucoup aimé, qui était aussi, qui peut paraître aussi insignifiante comme phrase, mais qui pour moi en dit beaucoup. Voilà. Mais c'est tout. J'ai pas mis ma tête avec les bouquins. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile, ce genre d'étalage de ah oui, moi je suis pour cette cause. Non, arrêtez. Il fallait être sur la cause avant, pas après. Ça sert à rien. Bon, maintenant, si vous voulez être sur la cause, allez-y. Mais soyez endurant. N'allez pas passer à une autre cause dans 2 mois parce qu'il y aura autre chose. Il faut persévérer face à ces gens qui décident de faire taire la moitié de l'humanité. Voilà. Sachant que, bon, faut avoir du mal parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire que des conneries. Voilà.
Bon, bref, ceci étant dit, hein, voilà, en espérant qu'il puisse se remettre et au moins pouvoir continuer, comme beaucoup de certains auteurs, artistes en général, qui puissent continuer à éclairer la voie. Parce qu'elle n'est pas trop claire des fois la voix, hein, donc c'est pas compliqué. Et donc, dernier, alors là c'est pas clair du tout. Enfin, non, c'est très bon, mais vous allez voir, c'est sombre, comme voilà, sans transition. Dernier livre donc, que j'ai lu, que j'ai fini hier. Alors que j'ai fini hier, lors de l'épisode La Nuit des Noctambules qui est organisé donc par Perrine de la chaîne de Retrip et par Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Elles ont fait un truc Insta, enfin non, il y a Insta. Oui, si, il y a Insta, mais principalement sur Facebook. Donc c'est la nuit des noctambules, donc une fois par trimestre, c'est de lire toute la nuit. Donc là, ça tombait dans la nuit du 13 au 14 août. Alors, je l'ai commencé à 2h du matin, je me suis endormie comme une merde. Sachant que ça tapait beaucoup dehors, qu'il y avait quand même pas mal d'orage, la pluie ça tombait comme un gravelotte, et puis j'ai été bercée par la pluie, hein. Moi ça m'a j'ai fini ça, j'ai avancé un peu sur mes actrices, mais ah bah quand on est vieux, c'est pas les comptines qui nous bercent, ça c'est la pluie. Ah, ouais, ça va pas mieux, je sais. Donc j'ai fini donc dans la neige ardente de Olivier Gallien. Alors c'est un livre, c'est La Bête Noire chez Robert Laffont. C'est un livre que j'avais repéré et que je m'étais dit, ouh, ça m'a pas l'air mal. Alors vous savez quoi, j'ai même pas lu la 4e couverture, je n'ai repéré que il se terre, elle s'expose dans la neige ardente. Et mon cerveau a fait le reste. Je me suis dit, ouh, je sens que c'est bon. Oui, je sais, de temps en temps j'ai des fulgurances comme ça m'arrive. Bah c'est bon, c'est même bon, très très bon. Alors on est dans une terre qui est ravagée visiblement par les cataclysmes, par une guerre, par des explosions. Bref, voilà, c'est vraiment une terre à feu et à sang, on va dire, et à cendre, hein, et à cendre aussi. Et il y a, on va suivre 2 personnages qui se répondent chapitre après chapitre. En fait, on est avec leur voix et c'est eux qui parlent, hein. Donc ça alterne de quelquefois 2-3 chapitres avec l'un, un chapitre avec l'autre, etc. Et donc on est avec Hugo et Pauline. Hugo est d'un côté de cette espèce de frontière où il voit régulièrement des attaques, des raids, des bombes, des faisceaux lumineux rouges. Et il subit, lui, de son autre côté, qui ravageait aussi, mais pas bombardé, tout ce qui est bombardé derrière. C'est-à-dire la pluie de cendres, les odeurs nauséabondes, enfin tout ça. Et il vit avec son père. Et de l'autre côté, y a un groupe d'amis qui se terrent dans le métro, qui survit plus que ce qu'il vit. Parce que dehors, vous avez la peur des bombes, la peur de la mort, la peur de tout, mais que vous n'avez plus rien à bouffer. Et qu'en gros, malheureusement, quand il n'y a plus rien à bouffer, après avoir bouffé les chats, les rats, les chiens, les cafards et tout ce qu'il y avait, il y en a certains qui peuvent s'attaquer à un homme. Voilà. Alors, je sais que ça peut... mais c'est la triste réalité. Je ne nous souhaite pas un cataclysme et un truc pour en arriver là, mais si vous avez eu la curiosité d'aller lire certains témoignages, moi je sais que j'ai toujours en tête le témoignage que j'avais vu, enfin que j'avais écouté en classe, hein, parce que un des rescapés de ce crash dans les Andes, de l'équipe de rugby argentine qui avait crashé son avion, enfin dont l'avion s'était crashé, qu'ils avaient vécu des semaines et des semaines alors que tout le monde pensait qu'ils étaient morts, il nous expliquait qu'effectivement pour survivre, ils avaient dû dépasser l'horreur du fait qu'il fallait puiser dans ceux qui étaient morts. Alors ils n'avaient pas touché aux gens qui leur étaient proches, mais aux étrangers, c'est-à-dire aux pilotes, à l'hôtesse, etc., pour pouvoir manger. Alors il y avait des gens qui n'avaient pas mangé de la chair humaine, qui avaient préféré dépérir, mourir, pour
parce que ce n'était pas possible, et d'autres, l'instinct de survie avait fait qu'ils avaient été obligés par leur instinct, et c'était quelque chose de assez marquant quand il avait raconté, voilà, et il nous avait dit, je me souviens qu'il nous avait dit, est-ce que vous, après mon témoignage, vous auriez été dans quel camp? Sans réfléchir, comme ça, parce que votre vie en dépend, sans réfléchir. Et je me souviens d'avoir été une des rares à lever la main en disant, j'aurais fait exactement pareil que vous. Voilà. Et donc là, on peut imaginer ce genre de choses. Et Hugo va décider de franchir la frontière pour aller retrouver ses amis. Parmi ses amis, il y a sa sœur, Pauline, qui est donc le deuxième personnage, qui a vu mourir le garçon dont elle était amoureuse. Et il va faire, Hugo, cette promesse d'aller chercher sa sœur. Mais au moment où il va vouloir partir, il va tomber sur un ami qui était dans le métro avec elle, il s'est traîné. Littéralement, il s'est traîné. Il est tombé sur son ami, il était heureux, et il va expliquer dans quel état déplorable Pauline est, où elle tient à un fil, en gros. Et Hugo va y aller. Voilà. Il va traverser cette espèce de frontière plus ou moins protectrice pour aller récupérer sa sœur. Et on va suivre tout le cheminement de ces deux personnages, d'abord séparément et ensuite ensemble, avec la peur, l'angoisse, la mort, les questionnements, les doutes, l'obligation de survivre, l'obligation de vivre malgré qu'il y ait quelque chose qui nous rebute. Bref, tout ce qu'on peut imaginer dans le post-A ou dans un guide de survie. Ça fait penser à plein de livres, parce que effectivement, vous pouvez avoir pensé, enfin, on peut imaginer et penser qu'il y a quelque chose de déjà vu dans cette histoire, parce qu'on a vu tellement de livres sur le post-A, sur ça, sur la terre ravagée, les gens qui partent sur la route, qui essayent de survivre, qui se battent, machin, on en a vu plein. On a vu à la télévision des films ou au cinéma, on en a lu. Mais moi, j'ai été marquée par ce livre-là, parce qu'il y a une réflexion tout le long, une espèce de fil, ou comme, en fait non, la sensation que j'ai eue, c'est quelqu'un qui vous tient la main, qui vous mène sur ce chemin-là, et vous arrivez jusqu'à la fin du livre, et à la fin du livre, vous êtes juste dans un état où vous réfléchissez à ce que vous auriez pu faire ou pas faire si vous aviez été dans le cas de ces personnages-là. Et ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien les livres qui, à la fin, vous laissent pendant quelques temps. Alors moi, généralement, bon là, je l'ai fini cette nuit, mais j'y ai pensé ce matin au petit-déj. Voilà, j'aime bien quand il y a un livre qui me tient pendant quelques temps. Alors ça peut passer 1 heure comme 2 jours, hein, parce que vous savez que j'enquille pas les livres, hein, c'est pas ma cam. J'enquille pas, c'est-à-dire dès que j'ai fini celui-là, je prends pas un autre. Hein, j'aime bien digérer mes bouquins, même les mauvais. Enfin, même ceux que j'ai pas aimés comme Hornby, j'ai mis une journée, voilà, pour me nettoyer la tête, pour penser à me dire, oh, non, j'ai rien à sauver là-dedans, ou oh, tiens, j'ai ça à sauver. Voilà. Et donc là, depuis ce matin, au petit-déj, je me suis dit, oh bah tiens, ah ouais, c'est ça, et tout. Et en fait, c'est un livre qui m'a vraiment surpris, parce que à la fin, je me suis surprise, mieux, je me suis surprise à réfléchir à ça. C'est-à-dire que je me suis mis dans la tête, je me suis dit, mais ouais, et ça m'a refait penser à ce témoignage que j'avais entendu à l'école de cet homme. Et je me suis dit, ah punaise, il y a des fois où vous avez vécu quelque chose, vous avez vu une conférence avec quelqu'un. Par exemple, je repense souvent à sœur Emmanuelle qui était venue à l'école pendant 2 jours nous faire des conférences, etc., qui s'était mis dans le petit groupe avec nous, qui avait rigolé avec nous alors qu'elle voyait les pires horreurs et les pires... Enfin, la pauvreté intense, mais qui trouvait toujours quelque chose de lumineux, qui trouvait toujours un rayon de soleil quelque part, même dans les pourritures du Caire, etc. Et il y a des livres comme ça qui vous y font penser. Et ça, je me suis dit, oh, c'est dingue, parce qu'en fait, il m'a refait penser à cet homme qui était venu témoigner, parce qu'il connaissait mon prof d'espagnol. Et je me suis dit, waouh.
Et c'est le genre de roman que j'aime. Alors c'est du post-art, bien sûr, mais c'est vraiment bien écrit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de scène... Comment dire? Il n'y a pas de scène superflue. Il n'y a pas de scène qui fait du pathos. Il n'y a pas de scène avec de la surenchère. C'est juste un livre, on va dire, oui, simple, sur une histoire simple, mais il y a 3 parties, et franchement, entre Requiem, Vacarme, et la première partie, donc qui est lorsque le ciel flamboie. Oui. Oui, je me rappelle les parties. Honnêtement, c'est juste un très beau livre, très belle histoire, où il y a des... Dans le noir complet, sous les cendres, il y a toujours une braise d'humanité, d'espoir, quelque part. Voilà. En espérant qu'il y ait de l'espoir. Voilà. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Donc, vraiment très bon roman. Dans La neige ardente, donc Olivier Gaïen, Gwenaël Robert, Le dernier des écrivains, Nick Hornby, tout comme toi. Même le titre me pose un problème. C'est terrible. Ouais, bah, les vieux, vous savez. Et donc, un des amours de ma vie, hein, Wells, mon amour. La destruction libératrice. Non, sérieux, je vous assure. Si vous avez jamais lu Wells, lisez Wells. Non, vous perdez des trucs à pas lire Wells. Et donc, non, sérieux, vous perdez des trucs à pas lire Wells. Hein, c'est vraiment... C'est une merveille. Et donc, Persuasion de Jane Austen. Et oui, je dis Jane Austen comme tout bon britannique qui se respecte. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu jusqu'au 14 août. Je suis assez fière de toutes mes lectures. Voilà. Non, je veux dire fière d'avoir lu tout ça. Alors, je vous ai dit, il y a 2 livres qui restent. Donc, vous verrez juste après cette partie-là. Donc, mon retour sur donc la menace 732. Je ne sais pas pourquoi je dis mystère. La menace 732 est donc partie italienne de Chopin. Alors Chopin, vous savez, c'est des petits livres de 170 pages. Hein. Donc ça va être torché en une soirée ou en une après-midi de grand temps. Parce que là, ils nous annoncent de la flotte toute la semaine pratiquement. Et des orages toute la semaine. Donc, enfin, quoique, on n'est pas à l'abri. Hein, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait des orages toute la matinée. Et là, ça fait 2h30 qu'il pleut plus. Enfin, qu'il pleuvote, mais qu'il n'y a pas d'orage. Mais on va s'en prendre une vers 10h30. Là, il est 10h moins 20. Et je pense qu'ils ont prévu entre 10h15 et 10h30 le truc. Donc, voilà. Je vais stresser comme une maboule. Parce que j'aime bien les orages, mais en campagne, ça peut faire très très peur. Je suis pas trouillarde, mais j'ai toujours peur pour ma toiture, en fait. Pas pour moi, j'ai peur pour la toiture. J'aime pas. Et oh, ma petite toiture, oh, ma petite maison, hein. Elle aime pas trop les orages. Oui, vieille. Elle est vieille, hein, donc elle aime pas trop les orages. Mais voilà, donc il y aura ces 2 livres-là. Je parlerai pas du tout des livres d'histoire donc que je suis en train de lire parce que je ferai un point histoire en septembre. Et je prépare une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais je l'ai préparée, c'était les romans historiques. Alors, on m'a demandé des romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale que je recommande. Voilà. Et je dois avouer que ça va bien tomber parce que je vois des posts sur des forums ou sur des groupes sur Facebook qui lisent des romans historiques. Alors, la plupart du temps, c'est des romans historiques, mais il y a pas... Enfin, il y en a sur la Seconde Guerre mondiale, mais quelquefois, bon voilà, c'est des choses assez bien foutues. Et la dernière fois, j'ai vu un post et ça m'a beaucoup énervé où il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la Seconde Guerre mondiale et qui demandait quel était un roman historique avec une fiabilité et une véracité des faits à l'intérieur. Parce qu'elle voulait pas commencer par une bleuette ou par un truc qui serait faux parce que voilà, son but c'était de commencer des livres d'histoire sur cette période-là pour pouvoir attaquer après peut-être des choses un peu plus ardues. Donc je lis parce que je me dis tiens, il y a 40 commentaires donc je vais regarder. Je vais y crever. Hein. Les premiers commentaires, je vais y crever. Les livres, on lui recommandait de lire des trucs comme Le tatoueur d'Auschwitz, Voyage de Silka, Le chant des rossignols.
C'est bien, c'est de la bonne fiction sur la Seconde Guerre mondiale, hein, de la fiction, quoi. Dedans, vous avez 20% de bon et 80% de fiction. Enfin, de bon, de véracité, quoi. Voilà. J'ai vu arriver les bienveillantes, hein, je me suis dit, ah, il y en a qui... Voilà. Mais c'est tout, hein, il n'y avait pas beaucoup de bienveillantes, et il n'y avait pas beaucoup de livres voilà, qui tenaient la route. Il y avait une recommandation sur Philippe Kerr, qui est très bon, et de la trilogie en bourgeoise, qui est très très bonne, avec un pavé d'explications de la personne qui recommandait ces deux trilogies en disant c'est la même période c'est sur la même période, c'est la même façon de faire, mais voilà, les inspecteurs sont différents. C'est la même période, la trilogie berlinoise et la trilogie en bourgeoise. Alors il y en a une qui se passe au début des années 30, l'autre qui se passe après la guerre, en 47 et 48. Bon, il va falloir m'expliquer, hein, si vous... voilà, donc ça va être pas mal, hein, de faire cette vidéo, parce que ça m'énerve. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent très bien la Seconde Guerre mondiale, et notamment la montée du nazisme, et les exactions qui se sont faites sous ce régime, et ce qui en a suivi, hein, parce que la période 45-49, il faut l'étudier, hein, aussi, c'est important. En Allemagne, hein, je parle. Honnêtement... si vous ne savez pas et que vous lisez que des romans où il y a 80% de fiction et 20% de véracité, abstenez-vous, quoi. Mais dites-le sinon. Voilà, moi ce que je veux, c'est l'honnêteté. Voilà, je prône l'honnêteté. Si vous avez lu ce livre qui vous a plu, mais que vous dites vous-même, je ne sais pas si tout est vrai, etc. Dites-le avant. Dites, bah, sur ce thème-là, il y a ça. Après, il faut le prendre comme il est. Moi, je l'ai lu, hein, le Chant des Rossignols. J'ai lu le Tatoueur d'Auschwitz. Je vais y crever, hein, pour le Tatoueur d'Auschwitz. Honnêtement. Le Chant des Rossignols, il y a des choses à jeter. Mais en gros, voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont invraisemblables là-dedans. Voilà. Mais je vois tellement de gens qui se disent spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de certains trucs, et qui... Alors, le pompon a été... Je sais que je fais une aparté, mais le pompon a été quand même quelqu'un qui a recommandé l'Ange de Munich en disant que... Parce qu'elle disait qu'elle lisait beaucoup de romans sur la Seconde Guerre mondiale, qu'elle connaissait énormément bien la Seconde Guerre mondiale, et notamment le régime nazi, etc. Et qui a sorti textuellement dans un forum sur un blog, hein, qui a dit oui, il faut lire ce livre-là parce que j'avais jamais entendu parler de Guéli, et franchement, c'est un très bon livre. Alors, premièrement, le livre est pas mauvais, mais simplement c'est 70% de fiction, on va dire 60% de fiction, surtout vers la fin, putain, vers la fin, et 40% de véracité, vraiment. Et alors, quand on se dit connaisseuse de la Seconde Guerre mondiale, et notamment du régime nazi, et notamment des dignitaires nazis au début, on connaît Guéli, quoi. On sait l'influence qu'elle a eue, et ce qu'elle aurait pu, c'est que sa mort a failli faire, notamment sur son oncle. Voilà. Alors si on se dit, ouais, je connais, mais je savais pas qui c'était, non. Voilà. Je suis désolée, il y a des choses, c'est pas possible. Non, il y a des choses, techniquement, c'est pas possible. Voilà, voilà. Alors, vous connaissez, oui, mais pas être pointu sur ça. Non, pas possible, ça. Il y a des choses qui... Voilà, c'est par exemple, pareil, hein, le truc des Chants des Rossignols, soutenir que l'histoire est tout à fait vraie, que la fille a existé. Non, non, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Voilà. Mais moi, je lui ai dit les livres que j'avais, et je lui ai expliqué pourquoi et comment je lui recommandais. Voilà. Donc, elle m'a contacté en MP, elle m'a dit ah bah ça me fait plaisir, parce que franchement, j'étais allée voir à la médiathèque certains bouquins et je trouvais que c'était un peu léger. J'ai dit non, c'est pas léger, c'est des choses qu'on peut lire, mais il faut savoir que ce qu'on lit, c'est pas forcément vrai à l'intérieur, donc il faut aller chercher. C'est comme tout. Voilà. Oui, je suis chiante en histoire, je suis une emmerdeuse, mais il y a des choses qui sont importantes, et perpétuer des racontards, en tous les cas, et des choses inexactes font que y a des gens qui veulent vous faire taire. C'est ce que je disais tout à l'heure pour cet auteur-là. Voilà. Donc,
Si vous savez pas, allez vous renseigner d'abord. Ou allez demander à quelqu'un. Allez ouvrir des sources de données fiables. C'est-à-dire les trucs universitaires, les trucs d'historiens, les cercles, les sociétés savantes, machin. C'est intéressant de savoir ça. Bon, allez, je m'arrête là et puis je vous donne rendez-vous dans 2 minutes. Ça va durer 1h30, hein, le point lecture. Mais on s'en fout, de toute façon, puisque vous aurez 1h30 à tuer avec moi. Oh, mes pauvres, vous avez pas de chance. Surtout qu'il faudra que je parle de Jane Austen. Oui, j'attends la fin du mois. Non, je vais faire une vidéo dédiée à Jane Austen. Ciao, à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Là, maintenant. Avec les 2 derniers livres dont je dois vous parler, que j'ai lus au mois d'août. Les voici. Voilà, donc en gros, j'aurais, je pense, bien lu au mois d'août, contrairement à ce que j'avais pu prévoir, puisque vous aviez vu ma pile à lire. Donc il y en a 2 de plus qui sont venus se greffer. Et le livre que vous verrez dans le point lecture d'histoire qui sera vraisemblablement mi-septembre, puisque j'ai fini les actrices sous le Troisième Reich et que j'en ai acheté un autre qui s'appelle Voyage en Allemagne sous le Troisième Reich entre 33 et 38 des voyageurs étrangers qui venaient. Alors, qui me faisaient de l'œil depuis le printemps 2020. Mais voilà, comme j'avais plus rien à lire, je me suis dit, oh, t'as plus rien à lire. Comme si je savais qu'on allait m'offrir des livres pour mon anniversaire. Vous voyez, voilà, enfin, m'offrir. Le jour où je tourne, c'est la veille de mon anniversaire, j'ai déjà reçu 2 livres de la part d'un de mes ex, qui habite pas très loin, hein, donc du coup il a profité. J'aurais dû avoir un carrot cake, j'ai eu des bouquins, hein, parce que en fait, en gros... Voilà, sa femme m'avait mis une jolie part de carrot cake sur la route, il a mangé, mais il m'a donné les livres. J'ai gagné au change, en gros. Et en fait, après, j'ai reçu un gros colis, mais je n'ai toujours pas ouvert, puisque c'est théoriquement demain mon anniversaire, donc j'ai pas ouvert, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Mais je me doute. Alors, je me doute pas de ce que c'est à l'intérieur. Je ne sais pas quel livre, mais je sais ce que c'est le livre. C'est un gros truc, voilà. Donc je vais couiner comme un goré demain matin, mais voilà. Donc je me suis offert 3 bouquins, bibi, et on m'en a offert 2. Donc j'ai tourné un mini haul, voilà, vraiment mini, que vous aurez vu avant de voir ce point lecture, que j'aurais mis sûrement mercredi dernier pour vous. Au moment où vous voyez là, pour moi, ce mercredi qui arrive. Donc on va commencer par les 2 derniers, enfin on va finir et commencer par les 2 derniers. Donc le premier que je me suis acheté parce que je peux pas résister à Anton Chopin, je suis vraiment désolée. Depuis que j'ai lu Partiellement nuageux, il y a donc plus de 3 ans, j'adore son écriture. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il sortait le 18 août un nouveau roman, donc là c'est chez Buchet-Chastel, donc ça s'appelle Partie italienne, je n'ai même pas regardé le résumé. J'ai vu Antoine Chopin, nouveau roman, rentrée littéraire. Alors honnêtement, rentrée littéraire, rien à carrer. Enfin, c'est pas ce qui me fait acheter des livres en priorité. Tous les livres que je vais acheter ou que je suis en train de commander à mon libraire pour septembre, pour lire en septembre, oui, c'est des livres de la rentrée littéraire, mais c'est des livres que j'aurais lus automatiquement. Ils seraient sortis, il n'y aurait pas de rentrée littéraire là maintenant, ils seraient sortis au mois d'août, je les aurais achetés au mois d'août. Hein. Voilà, y compris celui-là. Donc, nous sommes avec Gaspard, qui est un artiste parisien, underground, entre guillemets un artiste que personne ne connaît. Il fait des espèces de statuettes qui posent un peu de partout dans Paris, avec un plan. D'où il a mis ses bestioles pour voir l'évolution de ses bestioles. Puis bon, un jour arrive une expo. En fait, il est avec quelqu'un qui l'aide, etc. Une fille qui est un peu amoureuse de lui, machin, donc il l'aide. Et il fait une expo, et il a du succès, vraiment. Et après cette expo, elle va le tenir informé de pas mal de demandes, de conférences qu'il doit donner, de voyages, d'autres expos à l'étranger qu'il doit faire. Mais après l'expo, il rentre assez tôt et il va passer une nuit à la fois très déconcertante et très torride.
mais qu'il n'avait pas du tout prévu. Et donc ce Gaspard, là, se dit, oh là, je vais me casser, vaut mieux, c'est plus sûr. Et il y a aussi, on sent quand même, le fait qu'il est, il aime bien être un, un artiste, pas anonyme, mais un artiste, oui, modeste, en marge. Et donc, tout ce succès, ça le stresse un peu. Donc, il se trouve à Rome. Et tous les jours, il descend à la terrasse d'un restaurant le matin avec un échiquier et il joue. Et il va commencer à jouer avec les gens qu'il rencontre, là, comme ça, les gens qui passent, etc. Mais c'est des parties assez faciles, il joue très très bien. Donc bon, en gros, à chaque fois, il gagne. Et un jour arrive une jeune femme qu'il trouve assez à son goût, mais voilà, une jeune femme assez inconnue qui s'assoit, qui demande si elle peut jouer, et en fait qui le bat à plate couture la première fois, et une deuxième fois l'après-midi. Et en fait, elle va s'engager entre eux, d'abord le jeu des échecs, et puis un jeu de parlotte, mais de raconter ce qu'on fait. Alors elle est œnologue, et petit à petit, mais sur quelques heures, hein, ils vont aller se balader, ils vont se frôler. Elle va s'échapper entre guillemets, alors que lui il pense que il y a peut-être une possibilité de finir à l'hôtel. Ils vont rejouer aux échecs, elle va lui retaper une victoire, et en fait là il va commencer à avoir une vraie discussion. Elle va lui raconter sa vie. Donc Maria, qui est hongroise, lui explique sa vie. Et là, on bascule dans une partie du récit qui alterne le présent et le passé, entre 1944 et maintenant, en Hongrie. En fait, elle explique que son grand-père avait... en 1944, je suppose que vous savez que c'est à ce moment-là que la plupart des juifs de Hongrie ont été raflés et envoyés directement à la chambre à gaz. Hein. On leur a pas fait un petit détour par le côté en disant peut-être que non, direct, voilà, hop, vas-y. Et en fait, son grand-père était un très très bon joueur d'échecs, ce qu'on appellerait un champion d'échecs avant 40. Et quand il arrive donc à Auschwitz, il est repéré parce que plus ou moins il y a quelqu'un qui est fan par un officier qui l'extrait de la colonne pour jouer avec lui. Et donc il va noter toutes les parties qui sont faites. Bon, ça va pas empêcher quand il va être muté ailleurs que le grand-père passe à l'as, mais cet homme garde ses carnets avec toutes les parties qu'il a faites avec cet homme. Et on va découvrir par des phrases courtes, hein, parce que voilà, Chopin c'est des petits ouvrages, hein, c'est pas des ouvrages qui font 500 pages, c'est des trucs qui font grand maximum 200 pages. Là il y a 176, je crois, même un peu moins. Franchement, voilà, on découvre que cette jeune femme se démène pour retrouver les carnets de cet officier nazi qui a fui évidemment par la route des rats et qui est surtout arrivé au Vatican, puisqu'il y avait le Vatican a aidé certaines filières passées par là, et il a dû quitter ses affaires et laisser ses carnets. Donc elle va retrouver le petit-fils, etc. Et elle explique ça à Gaspard, et Gaspard rentre dans son histoire. Voilà. Et on va suivre à la fois cette histoire entre tous les deux, à la fois le côté artiste de Gaspard qui voit dans l'histoire du grand-père de Maria une potentialité artistique, en tous les cas une transmission artistique. Voilà, alors comme toujours chez Antoine Chopin, c'est des phrases courtes, il n'y a pas d'emballage avec lui, il n'y a pas de fioriture, tout est simple, mais ça avance, on a l'impression qu'il faudrait en avoir plus. Je sais que c'est souvent ce qui lui est reproché, que les gens disent toujours ouais mais moi j'aurais aimé plus, moi je leur dis toujours broder. Voilà, parce que quand vous avez une histoire qui est simple comme ça, mais qui a plusieurs couches de lecture, plusieurs pistes de lecture, il faut de temps en temps que votre imagination puisse s'échapper à la fin du roman pour imaginer éventuellement les ramifications ou quelque chose qui aurait pu ne pas être mais qui est en marge. Parce que je rappelle que quand un auteur fait un livre, il y a le livre et puis il y a tout l'univers qui a été construit autour, que vous ne voyez pas mais qui est entre guillemets entre les lignes. Alors,
Je suis honnête, hein, ce n'est pas le meilleur que j'ai lu d'Antoine Chopin. C'est un très bon ouvrage dans le sens où il y a encore des pistes de réflexion, il y a encore de l'émotion, il y a encore des choses qui, qui vous font réfléchir. Et c'est ce que j'aime dans son écriture. Là aussi, il y a une réflexion sur la mémoire, sur la transmission, sur l'art, sur la poursuite de quelque chose, d'une sensibilité, de ce que vous pouvez vous ressentir comme étant une plaie, alors que ça ne vous touche pas, mais que vous avez envie de retransmettre et de garder la flamme, on va dire, intacte pour continuer. C'est pas celui que je recommanderais en priorité si vous voulez découvrir Antoine Chopin. Allez lire Partiellement nuageux, allez lire La nuit tombée, allez lire L'impasse. Bon bref, allez lire. Voilà, ces trois-là, c'est vraiment les livres que je recommande pour découvrir Chopin. Après, vous pouvez lire tous les Chopin. Moi, je suis en train de les lire petit à petit. J'adore. Mais voilà, c'est un très bon livre. Il y a encore quelque chose. Il prend pas parti. Il impose rien. Mais il y a toujours, sous couvert d'une partie d'échec, d'une romance qui peut vous paraître être soit trop rapide, soit pas fini, soit voilà. Mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose à lire entre les lignes de Antoine Chopin. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc partie italienne, Antoine Chopin. Donc c'est Buchet-Chastel. Et donc alors, celui-là, je l'ai lu, je l'ai fini. J'aurais dû commencer par celui-là parce que c'est celui que j'ai fini avant Antoine Chopin, mais j'avais trop envie de parler d'Antoine Chopin. Désolée, monsieur Potier, c'est pas que je veux pas parler de vous. Hein. Voilà. Donc, j'ai lu La Menace 732, donc c'est chez les éditions de l'Aube, c'est donc de Frédéric Potier. J'ai lu, en fait, parce que j'ai vu ce livre dans une des sélections qui se trouve dans les pages culture de Sud-Ouest du dimanche. Alors, c'était pas un article gros comme ça, c'était ça et ça, hein, voilà. Et pour la petite histoire, hein, je rappelle, enfin je le dis parce que c'est... Je n'ai vu dans le titre de l'article que le 732. Machine. Non, parce que machine, hein, là, ma boule historique, a vu 732. Oui. Oui, elle a crié Martel, oui. Ah bah, elle a crié Charles Martel, hein. Je me suis dit, ah, Charles Martel. Et là, je me suis dit, non, mais... tu vois, ça n'a aucun rapport, sûrement. Donc, tu arrêtes immédiatement. En plus, menace 732, je me suis dit, ah, c'est peut-être un vol, vous savez, un courrier, un vol au courrier, un avion, peut-être un train, je sais pas. Alors, il y avait écrit thriller politique, parce que maintenant, ils mettent des bandeaux là. Moi, généralement, quand c'est des bandeaux qui s'enlèvent, je les vire. Hein. Donc là, ça m'a un peu stressée, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que j'aurais bien aimé avoir le tatouage complet. Oui, oh, bah, on en est là quand même. Hein. Et donc, je me suis dit, non, thriller politique, c'est autre chose. Donc, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui est dans un article de loi, ou dans un code civil, ou dans un code pénal, etc. Là, vous voyez, je suis pas allée très très loin. Voilà. Mais je voulais pas voir ce qu'il y avait dans la chronique, sinon je me serais spoilée. Donc je l'achète, parce que la fille a vraiment... je me suis dit, il faut que je l'achète. Et en fait, j'ai regardé juste le début de l'article, et il y avait écrit groupe Martel 732. Et là, je me suis dit non. Là, tu peux pas ne pas acheter ce genre de bouquin. Donc je me suis ruée, je l'ai acheté. Et donc je l'ai commencé tout de suite. Alors... nous sommes dans une France, on va dire, là, qui pourrait, alors c'est pas une France parallèle, mais c'est une France qui pourrait, voilà, qui est peut-être un futur proche. Il y a eu l'élection présidentielle, on est juste au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a deux femmes qui s'opposent, une de gauche, une de l'extrême droite, et... Enfin, il y en a une, on va dire qu'elle est extrême gauche, extrême droite, et l'autre extrême droite. Et il n'y a pas de... Comment dire les résultats tombent et c'est l'extrême gauche, enfin la gauche qui a gagné, avec, on va dire, le minimum vital, style quelques voix, milliers de voix d'avance, donc pratiquement rien au niveau national, hein, je rappelle. Et... ça plaît pas à tout le monde, parce que forcément, la moitié de la France n'est pas d'accord avec la présidente qui a été élue. Bon, on imagine, voilà. Et
La France, on sent bien, et à cette France-là, et toute relation avec voilà. Cette France-là est au bord vous savez, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et en gros, là, c'est la goutte qui fait déborder le gros vase. Et alors, l'armée n'est pas... Il y a des choses qui sont pas d'accord. Le peuple, évidemment, n'est pas d'accord. Les instances ne sont pas d'accord. La présidente du Sénat, qui, je rappelle, s'il y a le président de la République et un empêchement, le président du Sénat ou la présidente du Sénat doit faire office de président par intérim le temps des nouvelles élections. La présidente du Sénat est pas d'accord du tout. Elle trouve même d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il y a eu une scission. Alors une scission au sein de la France des lambda, hein, des gueux, et du pouvoir. Et les arcanes du pouvoir, les petits arrangements entre amis, ennemis et peut-être potentiellement collaborateurs ou machin. Le pouvoir est une chose quand même qui peut faire dégénérer des gens assez rapidement. Hein. Vous savez, ce truc, voilà, le pouvoir peut rendre fou, ou peut rendre avide, ou peut rendre complètement, on va dire, hors de l'eau. Hein, voilà, des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Perso, je comprends pas parce que je n'ai... Alors le pouvoir, j'en ai rien à carrer. Et alors c'est quelque chose qui m'a jamais attiré, c'est ça. Donc, vraiment, non, je leur laisse. Hein, voilà. Mais je peux comprendre parce que, par d'autres... on va dire dans une autre vie, j'ai pu toucher à ce petit truc là et je sais ce que ça peut faire et je vois à peu près ce que ça a. Donc c'est pour ça que je l'ai lu, parce que je me suis dit, oh voilà. Et on va arriver dans cette espèce d'explosion où des extrémistes de droite se forment dans un groupuscule qui va s'appeler Martel 732, qui dénonce en gros alors l'immigration, les étrangers, les impôts, l'abus de pouvoir, enfin voilà, l'écologiste, les machins, les trucs, enfin bref, tout ce que plus ou moins, en plus on en parle, des gilets jaunes, les machins, alors vous greffez tout ce qui râle en France, puisque c'est grosso modo 90% de la population qui râle tout le temps. Donc vous imaginez ce que vous râlez, ce que votre voisin, votre mari, votre cousin germain peut râler, vous imaginez un groupe qui rassemble tout ça. En plus se greffe l'armée qui, à un moment donné, dans ses rangs, a quand même des gens qui sont pas d'accord avec ça et qui voudraient faire un coup d'état. Et vous avez une grosse cocotte minute qui est prête à exploser. Voilà, quand le vent se lève, on est mal parti. Et on va croiser plusieurs personnages. On va croiser une capitaine de police qui est chargée par sa chef de la DGSI de un peu creuser ce qui se passe. Parce que là, il y a un truc nauséabond qui arrive. Il y a un professeur qui donne des cours à la Sorbonne sur les différents coups d'État. Et la différence entre coup d'État et conjuration, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et elle explique que au fil de l'histoire, il y a toujours eu des coups d'État, qu'il y a eu des coups d'État ratés, des coups d'État réussis, mais qu'il y a eu des coups d'État. Dans d'autres pays aussi, il n'y a pas que dans des endroits que l'on connaît, et même par exemple au Chili ou etc. Attention, il n'y a pas que à l'étranger qu'il y a des coups d'État. Alors il y en a qui sont ratés, mais il y a eu des coups d'État, voilà, dans l'histoire de France, et qui ont réussi, qui ont été bordés, enfin qui ont mal fini après, mais qui ont réussi. Et tout ça, on suit la présidente de la République qui, elle veut faire son programme, allez vas-y, sur l'autoroute. Un premier ministre qui a un charisme, mais qui n'est pas aimé par tout le monde et qui est assez particulier, on va dire. La fille qui a perdu en face, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié du tout, des militaires qui sont droits dans leurs bottes et qui défendent la République et défendent les libertés du vote, d'autres qui se disent que finalement un coup d'État, allez on balaye tout ça, on fait une nouvelle donne, voilà, donc c'est un roman où vous suivez jour par jour ce qui se passe pour arriver, c'est crescendo, c'est-à-dire que c'est véritablement les arcanes d'un coup d'État, les arcanes d'un coup d'État et du pendant qui fait qu'il y a une balance qui s'équilibre petit à petit.
qui peut pencher à tout moment d'un côté comme de l'autre, par la plume de Frédéric Potier, qui est une plume, on va dire, limpide et fluide, et qui, en plus, le monsieur, il s'y connaît. Alors là, il faut dire monsieur, hein, faut pas dire le gars, machin, non, on dit pas. C'est un énarque et c'est un préfet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que le pouvoir, il connaît. Voilà, il connaît les arcanes du pouvoir, je suppose aussi de la politique. Et on sent qu'il connaît son histoire, on sent qu'il connaît qu'il y a des choses qu'il a ou vécues, ou vues, ou entendues, ou assimilées, et que de toute façon c'est tout à fait vraisemblable. Voilà, donc moi je suis arrivée à la fin, je n'ai pas été étonnée dans le sens où malheureusement, non mais sérieux, hein, c'est malheureusement ce genre de coup d'état et de technique de coup d'état et de voilà, de révolte, de vent de révolution, de révolte, peut très bien se comprendre. Alors, dans notre pays, comme dans les pays ailleurs, ça fait quelques années qu'on vit quelques crises, et on peut comprendre qu'à un moment donné, il y a des personnes qui décident, qui pensent qu'en piétinant la Constitution française et en piétinant les lois de la République, ça va mieux marcher avec eux. Si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas avec toi. Voilà. Mais ça peut se comprendre. Voilà. Alors, que vous croyez en quelque chose, en leurs idées à eux, aux idées des autres, celui d'en bas, celui d'en haut, sur les côtés, quel que soit le personnage auquel vous allez vous attacher, peut-être pas, mais vous identifier, ou en tous les cas vous dire « Oh putain, il a raison !» oui, ça arrive. C'est un livre où vous pouvez vous dire « Ah ouais, quand même !» Ah ouais, alors vous prenez une leçon d'histoire aussi, hein, quand le prof fait ses cours sur les coups d'état. Alors, tout ce qu'elle a cité comme exemple, je connaissais. C'est l'avantage d'aimer l'histoire et d'être féru d'histoire. Mais ça fait pas mal d'avoir une piqûre de rappel. Merci, monsieur Vautier, parce que là, il y en a certains qui vont se prendre, ils vont se dire « Ah ouais, merde, ah bah ouais, merde, ouais, comme tu dis. » Voilà, donc c'est un livre, comment vous expliquer en fait, je pense que c'est un livre pour expliquer que quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on... Ouais, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, à laquelle on est confronté, etc. Putain, on est pas mal en France quand même. Et on a une démocratie, on a la liberté d'expression, même si certains essayent de nous la... Hein? Voilà, parce qu'on peut plus dire ça, parce que ça vexe telle personne, telle... Oula, voilà. Mais on est dans une démocratie, on est en république, on est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir ce genre de bouquin qui à la fin vous fait dire « Putain, on est quand même bien en France. » On râle, mais les Français sont des râleurs. Ah, c'est la chose qui m'énerve le plus à l'étranger. Voilà, pourtant je sais râler, hein. Mais on est bien. Voilà, il faut pas exagérer. Allez voir ailleurs si on y est. Enfin, si la France y est. Je vous assure, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Elle est quelquefois moins verte. C'est-à-dire qu'elle est verte dessus, mais dessous elle est jaune. Voire pas bien dessous. Nous, elle est verte, on gueule tout le temps. Mais ça serait pas la France, hein, si on gueulait pas, si on râlait pas, si on élisait quelqu'un et que 2 semaines après on dit « Ah, mais c'est un nul !» Ah bah oui, tu l'as lu, hein. Comme disait ma grand-mère, tu l'as voulu, tu le gardes. Ton problème, pas le mien. D'où l'intérêt d'aller voter. Dit la fille qui n'a pas voté la dernière fois. Oui, mais alors là, j'avais une excuse. Ouais, parce que là, à un moment donné, comme disait mon grand-père, entre voter pour la peste et le choléra, je vais aller pêcher. Mais je vous assure, je vote, généralement. Et là, je suis en train de m'enfoncer et un ancien préfet, un énarque, va me tuer. Hein. Voilà, s'il passe par là, il va se dire « Oh !» Une tâche. Mais j'ai passé un très bon moment. Donc, si vous aimez les thrillers politiques, si vous aimez les choses qui sont vraisemblables, qui pourraient faire froid dans le dos autant que réfléchir là-haut, dans le ciboulot, La menace 732, Frédéric Potier, donc aux éditions de l'Aube, qui autre des bons romans. Et merci donc à Sud-Ouest qui l'avait pointé dans son supplément dimanche, parce que c'est toujours bien. Voilà. Alors je suis pas allée chercher les autres, j'ai eu flemme.
Voilà, j'ai eu flemme d'aller chercher tous les bouquins, vous les avez vus tout à l'heure, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois d'août. J'ai le hockey, super. Au mois de septembre, c'est que de la rentrée littéraire. Enfin, en tous les cas, je crois. Bon, Antoine Chopin en fait partie. J'en ai repéré, je crois que j'en ai 5 ou 6 que je vais aller chercher. Alors, je l'aurai pas tous parce qu'il y en a un qui sort le 7 ou le 7 septembre. Peut-être deux sortent vers le 7 septembre. Mais c'est que des romans que j'avais vraiment envie de lire, que j'ai repéré au mois de juin quand les maisons d'édition ont commencé à les sortir. Je vous le dis, hein, j'en ai demandé aucun en service de presse. Il n'y en a qu'un seul que je devais recevoir, mais qui est une maison d'édition qui généralement me le propose. Je dis oui et je le reçois jamais. Donc voilà, donc je l'ai acheté parce que je voulais le lire. Enfin, je vais l'acheter parce qu'il sort le 31 août. Donc le jour où vous verrez cette vidéo. Sinon, oui, il n'y a que ça. J'ai repéré 2 autres livres qui sont pas de la rentrée littéraire, qui sont sortis quelques semaines avant août ou juillet, que j'essaierai de placer dans le planning d'octobre. Parce que vous savez qu'en novembre c'est The Black November, donc c'est thriller noir, policier et compagnie, sous la férule donc de Séverine de Il bien ce livre, donc ça c'est hors de question que je le loupe et j'adore faire ça. Pour ceux qui m'ont demandé, je ne fais pas le Pumpling Octane Challenge, etc., ni le Cold Winter, parce que en gros, j'arrive jamais à caser des livres sur les thèmes. Et même s'il y a des livres qui tombent sur les thèmes, voilà, ça me... Non. Et sinon, écoutez, hein, portez-vous bien, passez une bonne semaine de rentrée, si c'est la rentrée pour vous la semaine prochaine. Si demain vous avez des gosses qui rentrent à l'école, en fait demain, dans cette semaine-là, la semaine d'après. Si vous revenez de vacances, courage. Je sais ce que c'est. Alors c'est difficile, hein. Les premières semaines, que c'est compliqué. On n'a qu'une seule envie, c'est d'être aux vacances de Noël. Hein. Donc, je sais pas pourquoi. Tu vois, putain, encore 4 mois, 3 mois et demi, oh là 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 là. Enfin, généralement, quand vous arrivez à mi-septembre, vous êtes déjà en train de penser ce que vous allez bouffer à Noël. Hein. Moi, les filles au bureau se marrent, mais je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on mange à Noël? Ah, quand même, on est dans 2 mois, c'est dans 3 mois et demi, tu déconnes. Et tout d'un coup, on se retrouve, ça, ah merde, putain, c'est le 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, c'est la vie. C'est difficile. La rentrée est difficile. Enfin, pour moi, non. Généralement, ça va. C'est juste le décalage entre mon lieu de vacances et mon lieu de travail. C'est juste l'adaptation. Pendant une semaine, je suis pas à prendre avec des pincettes. Je suis creux généralement. Parce que non, je pense que c'est la ville qui me, voilà, je pense que c'est la ville qui m'exaspère. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus la ville qui m'énerve que le reste, parce que moi j'aime bien mon boulot, j'aime bien mes collègues. Ça me gêne pas, voilà. Je m'adapte à tous les environnements partout, mais par contre la ville ça me gave, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Donc je pense que c'est ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Voilà, j'ai tout fait tomber. Je ne sais pas. Prochaine vidéo, il y aura sûrement, il y aura la pile à lire de septembre. Il n'y aura pas tous les livres, mais il y en aura quand même quelques-uns. Il va y avoir un spécial Jane Austen, donc sur Persuasion. Il y aura 2 vidéos d'histoire. Une avec le point histoire normal. Donc il y aura les furies d'Hitler, les actrices sous le Troisième Reich et voyage en Allemagne sous le Troisième Reich. Du coup, en gros, je suis restée dans ma thématique. Voilà, va pas aller trop loin, Lisa, ça va de mal. Ah non, il y a Anne de Bretagne. Ah ouais, attends, j'ai fait un peu de... Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Il y aura une spéciale roman historique, parce qu'on me l'a demandé. Alors, il y aura plusieurs vidéos, parce qu'on m'a demandé romans historiques généraux. Les romans historiques qu'il faut avoir lu, en fait, en gros, d'après moi, hein, donc voilà, modestement, d'après moi, commencez pas. Les romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale que je recommande, donc pareil, hein, à mon niveau, hein, commencez pas à prendre ça comme argent comptant, je vais en oublier, hein, donc voilà, je vais, c'est sûr, et c'est-à-dire que s'il faut que je sorte tous les romans historiques de la Seconde Guerre mondiale
auquel je pense qu'on peut faire une émission de 4 heures. Hein, donc voilà, donc je vais prendre les derniers, on va dire. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Le blog, comme d'habitude, les 3 fois 3 égale 1. Il y aura les item lists à la fin du mois de septembre. Je n'ai pas fait d'item list au mois d'août parce que, en gros, j'ai pas fait d'item list, c'est vrai. J'aurais pu faire un item list quand même. Bon, je tourne le 21 août. Peut-être que demain, je vais tourner les items lists. C'est un bon jour demain, donc je pense... Ouais, je vais tourner les items lists. Vous aurez le même t-shirt parce qu'ici, je change pas de t-shirt sur 2 jours. Voilà. Je mets un t-shirt, le lendemain, je le reporte parce que je fais pas grand-chose. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui ou demain. Donc, j'aurai la même tête. Vous en foutez? Moi aussi. Allez, ciao, bisous, à bientôt. Enfin, bientôt. Bah si, dans 3-4 jours, quoi, pour la pile à lire. Elle va pas mieux. Hein. Il me faudrait des vacances, peut-être, non? Ouais.